Juste quelques mots pour rappeler un peu l'historique de ces travaux. Dans ce qui vient d'être dit, il y a des choses importantes. Émeric, tu as mis la problématique dans le contexte sociétal actuel. Et la ministre vient de dire à l'instant que ce qui compte, c'est comment on vit. Ce n'est pas la question de vivre. En fait, elle a répondu à la problématique que tu soulevais au départ. Et effectivement, nos travaux depuis plus de 10 ans s'inscrivent complètement dans c'est quoi la vie dans ces situations-là, c'est quoi la vie et comment on vit, de quoi est-elle faite. Et du coup, il y a 3 jalons importants que je souhaite rappeler brièvement. 2002, circulaire qui crée les unités EVC-EPR. Bruno Paulet nous fait l'honneur d'être intervenant dans cette journée. Il était à l'époque chargé de mission au ministère et il a été à la rédaction de cette circulaire qui a permis de créer dans le monde sanitaire des unités pour accueillir dans la durée des personnes qui étaient sans solution. Pourquoi elles étaient sans solution ? Parce qu'elles restaient dans un état de conscience altéré et que, en dehors d'une récupération, elles ne pouvaient pas facilement quitter l'hôpital. Certaines rentraient chez elles, mais c'était compliqué. Et donc, pour continuer de les accueillir dans la durée, on a créé en 2002 des unités. Comme elles avaient besoin de soins, on parle d'une charge en soins relativement importante, on les a mis dans le monde sanitaire. Ce faisant, on a donné au monde sanitaire une mission qui n'était pas la sienne, c'est d'accompagner les gens dans leur chemin de vie, longtemps. Alors que quand on va à l'hôpital, en général, c'est pour être soigné, à un moment, on en sort. On va en convalescence, on rentre chez soi, mais on ne vit pas à l'hôpital. Ces personnes-là, elles ont un parcours qui fait qu'elles restent longtemps dans le monde sanitaire, voire parfois définitivement dans le monde sanitaire. Et ça, c'est en 2002. En 2012, la circulaire avait 10 ans. Entre-temps, j'étais médecin de formation et j'ai un fils qui a eu un accident. Le plus jeune de mes enfants s'est retrouvé dans cette situation post-relationnelle. Il avait 14 ans, il a 32 ans aujourd'hui. Et donc, à 10 ans de la circulaire, la question qu'on s'est posée avec François Tassot, qui est là aujourd'hui et avec qui j'ai collaboré pendant tous ces travaux, c'est de quoi est faite la vie de ces gens-là. Parce que dans le monde sanitaire, comment on les accompagne dans la durée pour qu'elles vivent. Et une des bonnes surprises qu'on a eues avec la première étude qu'on a menée, dont les travaux ont été conclus en 2018, c'est que les unités avaient développé un savoir-faire, alors que ce n'était pas particulièrement leur mission au départ. Elles ont acquis une expertise pour accompagner les gens dans la durée et pas seulement les soigner. Elles ont construit des parcours avec les familles. Alors, ce n'est pas des chemins de rose, mais à 10 ans, le constat était que ce champ, cette mission, qui n'était pas la leur au départ, avait été investie et s'était développée. Et à l'époque, quand on a fait cette première étude, l'un de nos financeurs, qui est la FIRA, la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, nous a dit ça serait intéressant d'avoir un regard aussi sur ces personnes-là quand elles vivent à domicile, parce que toutes ne vivent pas en institution, et effectivement, un certain nombre d'entre elles rentrent chez elles parce que les familles l'ont souhaité. Parfois, ce n'est pas toujours un choix véritablement, c'est plus un échappement qu'un choix, mais disons que un certain nombre de ces personnes-là vivent à domicile et on a conçu une seconde étude dont on présente les résultats aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, on les aurait présentés l'année dernière, soit pile poil à 20 ans de la circulaire du 2 mai 2002. Elle a donc 21 ans aujourd'hui. Voilà. C'est le rappel un peu d'historique de ces travaux et tout de suite, je cède la place à Éric Vérin, qui va nous parler de son expérience d'organisation du retour à domicile.
Donc Eric est professeur de médecine physique et réadaptation et dirige un centre de rééducation. Merci beaucoup, Philippe. Je vais bien le diaporama parce que je vais être perdu. Étant entendu qu'on a 15 minutes d'avance, donc l'exposé peut être plus long que prévu. Fantastique. Ce qui est exceptionnel dans un congrès. Oui, mais rapidement, on va prendre beaucoup de retard, vous inquiétez pas, on va revenir à la normalité. Je veux bien que tu... Donc c'est moi qui conduis. Enchanté, donc Éric Vérin, je viens de Rouen, je suis médecin universitaire et je travaille dans une unité d'éveil de coma. Et la première question qu'on peut se poser, Philippe vous a parlé des unités de VCPR, mais alors une unité d'éveil de coma, qu'est-ce que ça vient faire dans le parcours du patient? En fait, l'unité d'éveil de coma, Rouen, on la vit comme une unité de post-réanimation. Les patients cérébro-lésés graves sortent de réanimation et arrivent dans notre unité pour y rester un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et quand un patient arrive dans l'unité d'éveil de coma, il y a tout un processus qui se met en route, qui est de dire il va falloir réfléchir le après de cette unité d'éveil de coma, qui n'est pas une fin en soi. Le patient doit sortir de l'unité d'éveil de coma et j'ai l'habitude de dire que pour un patient, en fait, on a un patient plus une famille à prendre en charge parce qu'il va falloir construire un projet de façon à aller vers la sortie de cette unité d'éveil de coma. Et le plus souvent, on se retrouve en face de situations non seulement très personnelles et singulières, mais en plus excessivement complexes. Alors pourquoi le domicile ? Le domicile, c'est celui du patient et de la famille. Et ce domicile vient après une hospitalisation qui est longue. Quand je dis long, c'est plusieurs semaines. Il y a déjà 1 mois, voire 1 mois et demi passé en réanimation, parfois plus. Ensuite, il y a le temps dans l'unité d'éveil de coma. En règle générale, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc on s'en va facilement sur 6, 7, 8, 9, 1 an d'hospitalisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je rentre à la maison. C'est un retour à la maison, un retour à un chez-soi, et ce domicile retrouvé d'un avant l'accident, qui en fait va représenter une reconquête du passé, c'est-à-dire qu'on va essayer de limer tout ce qui s'est passé de façon à avancer malgré l'histoire de l'accident et du handicap qui est bien présent. Et ça va être un passage de patient à personne, c'est-à-dire que le patient va sortir d'hospitalisation pour redevenir une personne. Et donc, pourquoi la sortie à domicile est complexe? La sortie à domicile d'une unité d'éveil de coma est particulièrement complexe parce qu'elle a plusieurs signifiants. Le premier signifiant est de dire je ne sors pas de l'unité d'éveil de coma pour aller dans un service de rééducation, c'est-à-dire que je vais arrêter la rééducation. Ça veut dire que le patient va se retrouver en face de ces difficultés et les médecins de médecine physique n'ont plus d'objectif à proposer aux patients. Et donc ça veut dire que vient le temps de la sortie directement à domicile. Et donc ça va être le moment du bilan et des séquelles. Et ce moment du bilan et des séquelles a des regards multiples, puisqu'il va y avoir évidemment le regard du patient qui est là et qui est une personne, donc qui va avoir aussi son regard, évidemment de la famille, qu'il va falloir impliquer de façon importante, et vous allez le voir cet après-midi et ce matin, ça va être une implication forte, et puis une implication de l'institution qui finalement a la charge et la responsabilité d'essayer de construire au mieux, avec les moyens qu'ils ont, ce retour à domicile. Et je vous le rappelle, on est souvent face à une situation de handicap extrême, puisque ce sont des personnes qui sont en état de conscience altéré. Donc il y a le handicap cognitif auquel peut se surajouter des situations de handicap physique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le patient? Pour le patient, la première chose, c'est la fin de la prise en charge, évidemment. Mais ça veut dire aussi la fin d'espoir de plus de récupération. Voilà, j'ai une hémiplégie, je vais garder mon hémiplégie, j'ai des troubles attentionnels, je vais garder mes troubles attentionnels, etc.
Ça veut dire que l'état existant a été jugé stable par les patients et qu'il n'y a plus d'objectifs que l'on peut prendre en charge en secteur de rééducation, et donc il va falloir envisager de passer à autre chose. Et donc c'est l'affirmation d'un handicap, d'une situation de handicap qui est parfois extrême en termes de dépendance physique, en termes de dépendance cognitive et en termes de dépendance psychologique. Et ce moment de la sortie à domicile est très souvent le lieu d'échange, au moment de l'annonce, de dire écoutez, il va falloir commencer à construire la sortie à domicile. C'est des moments d'échange entre le patient, la famille et les équipes soignantes qui sont parfois intenses et où des patients jugés en état de conscience altérée prennent subitement la parole pour exprimer leur opinion. Pour la famille, évidemment, c'est un changement complet et radical. Changement complet et radical parce que l'on va s'inscrire dans la dépendance. Il va y avoir un changement de statut au niveau familial. La structure familiale va être complètement déstabilisée parce qu'il va y avoir la notion d'aidance. Et donc, il va falloir un aidant qui va pouvoir prendre ou aider à prendre en charge ce patient. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que c'est une perturbation complète de la structure familiale et on va s'en aller sur un ancrage dans la construction d'une autre vie liée à la dépendance de l'autre et sans aucun retour en arrière. Et donc, évidemment, il va y avoir un travail important de la famille et des équipes pour l'accompagnement des familles dans le renoncement et la résilience de la vie d'avant. L'autre chose qui va être importante aussi, c'est que le proche était finalement délégué soit au service de réanimation, soit à l'unité d'éveil, et que ça va être la fin de cette délégation et on va demander à la famille de se positionner en tant que proche et aidant. Et pour l'équipe, c'est la fin d'une prise en charge en hospitalisation. C'est un retour à domicile qui, quelque part, est synonyme de succès. On est arrivé à faire un retour à domicile pour cette personne, ce qui n'était pas du tout évident au regard de la situation et de la situation complexe et singulière de la famille. Même si, lors de l'organisation de ces retours à domicile, eh bien, les fragilités sont ressenties et exprimées par l'équipe qui voit tout de suite quels sont les points qui pourraient mettre en difficulté ce retour à domicile, qui est quelque chose de lourd à organiser. Il y a un moment de passation de confiance et de délégation à la famille auquel on va faire subir un apprentissage, ne serait-ce qu'en termes de gestes techniques, trachéotomie, gastrostomie, aspiration, etc. Et c'est des éléments qui ne sont pas si simples à gérer et qui vont être délégués à la famille. Et on va leur demander d'apprendre tous ces gestes et quelque part, on les rend soignants. C'est l'espoir d'un continuum, évidemment, entre la rééducation et le domicile, comme s'il y avait un continuum qui pouvait se faire entre les services de rééducation et le domicile du patient. Et donc, le plus souvent, on se retrouve devant des situations singulières et complexes où vous avez des interactions qui sont excessivement fortes entre le patient, la famille et on va dire l'institution, mais le plus souvent l'équipe. Et c'est le lieu d'échange qui sont parfois très intéressants, très productifs et qui permettent d'essayer d'avancer avec la personne et la famille. Alors évidemment, c'est une complexité d'organisation qui nécessite toutes les ressources qui sont disponibles dans l'unité d'éveil, donc toutes les ressources de la discipline de la médecine physique et de réadaptation, parce qu'il y a une première étape qui va être l'évaluation des besoins. On en parlait tout à l'heure, gérer une trachéotomie, une gastrostomie, une hémiplégie à domicile, c'est pas si simple. Donc la mobilisation de toutes les ressources, c'est un travail qui va être pluridisciplinaire et interprofessionnel. Évidemment, il va y avoir le regard de toute l'équipe et chacun des regards portés sur la personne ou le patient hospitalisé, la famille et les médecins va
être important. On a besoin du regard des aides-soignantes, du regard des infirmiers, du regard des rééducateurs, de façon à orchestrer ce retour à domicile au mieux quand il est possible. Et en fait, c'est une étape qui va être excessivement importante et qui est réfléchie pratiquement au départ de la prise en charge, tellement la situation est complexe. Et le travail qui va être réalisé en unité d'éveil, ça va être de préparer dès l'admission, le après l'unité d'éveil, car je vous le rappelle, ce n'est pas une fin en soi de rester en unité d'éveil de coma. Donc la complexité de l'organisation de ce retour à domicile va faire appel à toutes les composantes de la discipline de médecine physique et de réadaptation face à ces situations de handicap extrême, parce qu'il va falloir repenser aux aides techniques et matérielles, et donc là, je vous le disais, un apprentissage, aux aides humaines. Voilà, il est important que chacun puisse rester à sa place, que la famille soit la famille, que l'infirmière soit l'infirmière, et que l'aide-soignante soit l'aide-soignante. La complexité, c'est quand on commence à avoir, et c'est très souvent obligatoire, mais quand on commence à avoir un proche qui devient infirmier ou aide-soignant, parce qu'on va mélanger les statuts au sein de la famille et ça va être extrêmement difficile à assumer. Et puis évidemment, il va falloir penser aux aides sociales parce que le plus souvent, on a des situations singulières qui vont devenir précaires au niveau financier. Et donc ça, il va falloir s'en occuper aussi parce que non seulement on a un proche qui se retrouve en situation de handicap quand on se place avec la vision de la famille, mais en plus, on se retrouve dans une dépendance financière qui parfois peut être extrême. Et donc, il y a un projet de soins là qui va se construire petit à petit et qui va permettre d'avancer. Donc, le domicile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer, j'aime bien cette expression qui nous vient de nos amis belges, de revalider la personne et la famille. Donc, la revalidation, ça va permettre un retour dans la société. Le patient va passer au statut de personne et donc va redevenir un citoyen à part entière, même s'il est en situation de handicap extrême. Je vous rappelle que le rôle de notre société est de porter un regard bienveillant vers les personnes les plus vulnérables, et je l'ai mis entre guillemets parce que de temps en temps, ce n'est pas tout à fait le cas. Cette construction, évidemment, va se faire par étapes. Voilà, et on a l'habitude à Rouen d'organiser une permission d'une demi-journée, puis d'une journée, puis de 2 jours, puis de 3 jours, puis d'une semaine pour voir comment se passe le domicile et la prise en charge à domicile. Ce qui va nécessiter aussi de la part de l'équipe, qui a ces personnes et ces familles depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un lâcher-prise progressif de façon à faire confiance à la famille. Le domicile est loin d'être un idéal. C'est loin d'être un idéal parce que, vous vous en rendez compte, ça va être un équilibre qui va être fragile. On va mettre à disposition les expertises que l'on a acquises dans les unités d'éveil, mais sans les imposer. Voilà, il est hors de question d'imposer une technique ou quelque chose à une famille. Il va falloir faire confiance à la famille et exploiter l'ensemble de leurs ressources. Le pire qui puisse arriver quand on construit un retour à domicile, c'est que ce retour à domicile ne tienne pas. Et donc, il faut aussi se positionner comme une unité de recours et de répit. C'est-à-dire que le domicile, les proches, les aidants, ont le droit aussi de demander à souffler et à pouvoir respirer de façon à prendre en charge au mieux leurs proches. Il faut éviter les phénomènes d'usure et déculpabiliser les familles sur les répits parce que pas très souvent, de temps en temps, les familles nous disent « je n'y arrive pas, je craque, c'est de ma faute ». Mais non, ce n'est pas de votre faute si on est dans des situations de handicap extrême et nous, on est là pour vous aider. Si vous avez besoin de partir en vacances, on va s'occuper de votre proche sans difficulté, c'est notre métier. Donc là, je vous ai inscrit le retour à domicile dans un projet de soins. On l'a vu, c'est là. On organise le retour à domicile dans un projet de soins.
Le retour à un domicile réussi, c'est aussi inscrire dans un projet de vie. Mais là, je n'ai pas les réponses à ces questions et j'espère que cette journée va nous permettre d'apporter quelques réponses à ces questions qui sont essentielles. Parce que c'est un travail de tous les instants. Inscrire un retour à domicile et passer d'un projet de soins à un projet de vie qui va nécessiter l'accompagnement des personnes et des proches. Et voilà, très souvent, parce qu'on se sent tellement démuni à construire un projet de vie qu'on va faire appel aux associations et on va conseiller aux familles de faire appel soit à France Traumatisme Crânien, soit à l'UNAFTC. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une excellente journée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou des interventions, des manifestations d'intérêt? Alors évidemment, vous avez le droit de critiquer tout ce que je viens de dire parce que voilà, ça fait 10 ans que je m'occupe d'une unité d'éveil de coma et j'ai essayé de faire un petit peu de la littérature sur comment construire un retour à domicile directement d'une unité d'éveil de coma. On n'a rien trouvé, donc c'est ce qu'on a co-construit dans l'unité d'éveil. Mais voilà, on est parti sur nos intuitions et voilà, c'est ce qu'on fait à peu près tous les jours. Mais si vous avez des idées, on est vraiment preneurs. Oui ? Peut-être avec le micro. Oui. Oui, je me demandais si les retours à domicile directement en sortie d'unité d'éveil de coma pour les personnes en état de grande dépendance, si c'était fréquent, parce que généralement, ou est-ce que généralement on passe par les unités EVC, ou est-ce en proportion? Sur les sorties à domicile, en fait, quand on sort d'une unité d'éveil de coma, on a 3 possibilités. La première possibilité, comme vous le disiez, c'était aller dans une unité de rééducation classique parce qu'on imagine qu'il y a encore des objectifs pour le patient et pour la famille, et donc on continue la rééducation. Une fois qu'on ne peut pas aller dans cette direction, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'objectifs parce qu'on n'a pas de progression, il nous reste 2 solutions. La première, c'est aller dans une unité dédiée, ce qu'on appelle les unités EVC-EPR. Et donc là, je vous invite à lire l'étude d'Anne Boissel sur ce sujet, enfin qu'a menée Anne Boissel avec ses équipes sur ce sujet. Et enfin, la troisième solution, c'est la sortie à domicile directe. On n'a pas fait de statistiques récentes, mais globalement, j'ai envie de dire qu'on a quand même au moins un tiers des patients qui rentrent à domicile directement. Et à chaque fois, c'est des situations qui sont stressantes, c'est-à-dire que c'est stressant pour la famille, parce que c'est une responsabilité tout d'un coup qui tombe sur le dos de la famille, et que c'est un changement complet de la structure familiale. Et c'est aussi stressant pour les équipes de se dire, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on va pouvoir faire confiance à la famille? Et donc c'est pour ça que ce retour à domicile prend beaucoup de temps. Mais oui, je dirais que c'est à peu près un tiers des patients qui rentrent à domicile. Oui. Juste un micro qui arrive. C'est les médecins qui savent mieux que nous, les parents, la situation au départ. Nous, on nous le dit, on commence à nous le dire assez tard, ou on nous le dit, on ne l'entend pas. Mais je pense que si on nous mettait à travailler ensemble le plus tôt possible, le retour à domicile se ferait extrêmement mieux, je le pense. En tant que maman, c'est juste une parole pour l'avenir. Merci. Je partage complètement votre opinion et quand on pense qu'on va organiser un retour à domicile, dès que la pensée émerge, on implique fortement la famille parce qu'il est hors de question de dire du jour au lendemain, bah écoutez, votre proche sort et puis la sortie, bah, c'est la semaine prochaine. Non, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et il faut impliquer les familles dès le départ et ça, je suis complètement d'accord. Le jour à jour, en fait. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Oui, là-bas, là et là. En termes de mise en place des aides humaines et des aides techniques,
vous n'êtes pas bloqué au niveau des financièrement. Comment vous pouvez les mettre en place rapidement? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de les mettre en place rapidement, non? Sur les aides humaines, la difficulté pour nous, c'est quand on a besoin d'une aide humaine 24 heures sur 24. Là, c'est excessivement compliqué. D'abord de trouver la personne qui accepte, enfin les personnes, parce que quand on dit une aide humaine 24 heures sur 24, ça veut dire qu'on va employer entre 3 et 5 personnes qui vont être à domicile 24 heures sur 24. Ensuite, il y a le financement de ça. Et donc, dans le financement de ces aides humaines, ça va être extrêmement difficile parce qu'on a deux solutions. Soit on fait appel aux ressources financières de la famille, on va parler cru, soit on dit on va faire appel à des avocats spécialisés parce qu'il y a un tiers qui est responsable. Et là, j'incite fortement les familles à prendre contact avec des avocats qui sont spécialisés dans le dommage corporel et en particulier la lésion cérébrale. Parce que si on a besoin d'une personne 24 heures sur 24, on va avoir besoin d'énormément d'argent. Après, si c'est une présence en aide humaine qui passe 3 fois par jour, ça ne nous pose pas de difficultés au jour d'aujourd'hui. Sur les aides techniques, voilà, tout ce qui est gestion de trachéotomie, etc., on passe assez facilement parce que ça ne pose pas de difficultés. Là où on a beaucoup plus de difficultés, c'est quand il faut reconstruire le domicile, repenser le domicile parce qu'il n'est pas adapté à la situation de handicap. Et donc là, on s'en va sur des travaux qui peuvent être parfois lourds, voire un changement du domicile. Et là, ça va prendre énormément de temps. Juste peut-être, je voudrais compléter sur la question du financement, effectivement. Je pense que quand il y a un tiers responsable, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où on peut demander aux assureurs de financer, ou alors on est devant un fonds de garantie, par exemple, c'est-à-dire qu'on a une commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Il existe en droit aujourd'hui, en droit français depuis fort longtemps, une procédure qui s'appelle le référé, et qui permet en urgence d'obtenir ce qu'on appelle des provisions, c'est-à-dire des avances sur indemnisation. Et lorsqu'il y a des contestations devant le juge des référés, il existe une autre procédure qui est peu pratiquée en France, mais qui est prévue depuis fort longtemps aussi dans le code de procédure civile, qui s'appelle la procédure de jour fixe. Et souvent, on se retrouve dans des dossiers où effectivement, le dossier, parfois, parce qu'il y a des contestations sur les responsabilités, ne peut pas passer en référé, mais il peut passer en jour fixe si on a une autorisation du président du tribunal judiciaire, qui est une ordonnance, de délivrer une assignation en jour fixe. Donc, ces deux procédures permettent d'avoir des provisions, des avances, sachant que quand même, on est sur ces budgets. Vous avez vu que dans le PLSS, aujourd'hui, le taux plancher des services prestataires est à 23 € de l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de demander moins de 23 € de l'heure. Les tarifs pratiqués en réalité sont à 25 voire 30 €. Et donc, et ça, c'est l'équilibre économique des services prestataires qui l'exige. Donc, on est dans des situations quand même complexes où des magistrats continuent d'appliquer d'anciennes jurisprudences en disant qu'ils estiment que le taux raisonnable, c'est 16 €, 19 €, 20 €, donc ils font perdre 2, 3, 4, 5 € de l'heure. Mais quand c'est du 24 heures, ça chiffre très vite. On est sur des budgets entre 200 et 250 000 €, à peu près à la louche, sur un an, sur 12 mois de financement. Bonjour, Bruno Paulet, MPR. Je voulais vous demander, dans cette phase transitionnelle entre l'hôpital et le domicile, quelle est votre expérience du recours à l'HAD ? C'est une excellente question sur plusieurs points. Le premier point, c'est que l'HAD peut être intéressante, notamment dans les prises en charge complexes en termes de soins. C'est-à-dire j'ai une trachéotomie, une gastrostomie, des pansements, etc. Et de temps en temps, on fait appel à l'HAD de façon à aider transitoirement le proche parce qu'on se situe dans une situation transitoire, évidemment, de prise en charge en HAD. La difficulté est qu'à Rouen, l'HAD on a quelques difficultés avec les HAD. L'autre question qui est très intéressante, c'est que du fait de la réforme de financement des SSR, on voit apparaître des HAD de rééducation. Et là, je pense que la construction d'HAD de rééducation va permettre d'envisager, en tout cas j'espère, le domicile de façon beaucoup plus sereine, en impliquant ces HAD de rééducation pour aider les personnes et les familles dans la construction de ce domicile. Bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Il est 58, on est vraiment pile dans les délais. Pile. Oui, Emmanuel. Donc,
juste pour dire qu'effectivement, l'une des grandes problématiques de notre société, ça va être effectivement d'organiser la prise en charge de cette grande dépendance, de ces patients en grande dépendance, parce qu'il y a effectivement ceux dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup d'autres pathologies, le polyhandicap, d'autres gros troubles comme les Alzheimer, la grande dépendance. Qui va pouvoir s'en occuper? On a des projets qui, effectivement, comme le tien, sont des projets assez remarquables qu'on souhaiterait voir diffusés absolument partout. Il y a certains endroits qui ont développé cette prise en charge. Moi, je me rappelle, c'est vrai que au tout début et avant, ces unités dédiées, c'était très, très difficile de trouver des solutions et on était obligé de le faire. La grosse difficulté qui va se trouver, c'est de trouver des gens, des professionnels qui soient capables de jouer ce rôle d'aidant, qui soient formés non seulement au côté technique, mais au côté humain, compassionnel au bon sens du terme. C'est-à-dire, et ça, c'est extrêmement difficile. J'ai écouté il y a très peu de temps un rapport sur les crèches. Et même sur les crèches, on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver du personnel. On n'arrive pas à trouver du personnel formé. Parce que je crois que le vrai problème est celui du coût. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que notre société s'engage dans une prise en charge plus importante. Parce que sinon, on n'arrivera pas. Et on a beau avoir des réflexions aussi belles que ça. Si on veut vraiment accompagner jusqu'au bout, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit la ministre, parce qu'effectivement, ça allait complètement dans ce sens. J'espère qu'elle a compris, voilà, elle semble avoir compris, j'espère que ça va pouvoir se réaliser. Parce que notre problématique aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui soient capables d'accompagner les gens dans la durée, avec leurs soins techniques, mais avec l'humanité qui va avec. Et là, on ne les a pas. Non, on ne les a pas, et Emmanuel, tu as tout à fait raison. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est que dans le domicile, on se rend compte qu'on a des aidants qui vieillissent en même temps que leurs proches, et on se retrouve dans des situations complexes où on rentre dans la gériatrie avec une situation de handicap extrême. Et là, de temps en temps, le domicile se casse la figure après plusieurs années, tout simplement parce que les personnes aidantes proches, voilà, n'en peuvent plus et commencent à rentrer dans la gériatrie. Et là, ça va être une des situations délicates à gérer. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés de cette manière-là. Il y avait une dernière question, une dernière intervention? Bruno Polès. Une dernière. Je voulais très modestement dire à Emmanuel qu'effectivement, il n'y a pas grand monde, mais il n'y a quand même pas rien du tout. Selon les endroits, malheureusement, c'est très mal réparti. Par exemple, vous le savez, il existe les SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, qui peuvent quand même accompagner la personne et ses proches pendant un certain temps à domicile, avec des réponses techniques et humaines. Et puis, ici ou là, on en parlera cet après-midi, il y a des expériences qui commencent à se généraliser de masse à domicile, qui sont aussi de l'accompagnement médico-social charpenté, pluridisciplinaire à domicile. Donc tu as raison, Emmanuel, c'est loin d'être réparti, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de rien. Il y a des petites pousses, si je puis dire. Un grand vide entre ce que l'on peut voir et présenter ici et ce que l'on aimerait qu'il puisse se passer partout en France. Voilà. Il y a encore des privilégiés, malheureusement. Il y a une intervention. Pardon, oui, pour rebondir sur ce que disait Bruno Polès, c'est le délai aussi pour avoir une place en masse, que ce soit une masse à domicile ou en SAMSA. C'est la question de la MDPH et des délais pour avoir des réponses de la MDPH. Parce que, voilà, ce que disait Éric Vérin, sortir en un an, quand il n'y a pas d'indemnisation, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir des aides de la MDPH. Et là, ça pêche souvent, c'est pas un an, c'est 2 ans, quoi. Voilà.